Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va vous plaire. Pourquoi les États-Unis vont nous offrir, à mon avis, un bull run historique et peut-être même jamais vu auparavant? Alors, on voit déjà des beaux signaux. Le marché crypto qui s'agite avec un Bitcoin qui dépasse les 90 000 $, voire plus. L'élection de Donald Trump aux États-Unis qui a boosté les marchés financiers traditionnels et en même temps crypto. Quand je vous parle de bull run massif, il y a plusieurs ingrédients indispensables et les États-Unis vont jouer un rôle clé. Pour moi, le contexte est clair, les régulateurs américains vont sûrement être plus enclins aux innovations autour des cryptos. Entre l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels, les inflows records que l'on a tous les jours dans les ETF, Bitcoin, les États-Unis sont sur le point de poser les fondations d'une adoption massive. Et on le sait, les grandes banques, les fonds d'investissement et même les entreprises comme Tesla, MicroStrategy, voire Microsoft et peut-être même plus, ont déjà commencé à voir le Bitcoin comme une forme de réserve de valeur dans lequel on a des performances qu'aucun autre actif n'est capable d'égaler. Aujourd'hui, on va plonger dans le détail pour comprendre pourquoi les USA pourraient être la clé d'un bull run comme on l'a jamais vu. Alors reste bien jusqu'au bout car tu vas voir que tout est en train de s'aligner pour avoir une explosion des cryptos. Et si tu veux soutenir mon travail, c'est très simple et c'est gratuit, like et abonne-toi. Bon, maintenant on va parler du point le plus important, la récente victoire de Donald Trump qui ouvre la voie à une ère potentiellement très favorable pour le marché des crypto-monnaies. Dès le premier jour des élections, le Bitcoin a pris 9% et la semaine qui a suivi, il est passé de 67 000 à 89 000. Actuellement, on dépasse les 90 000 et on continue toujours cette ascension. Alors, pourquoi est-ce que l'élection de Trump a vraiment changé les choses? Sous Joe Biden et les démocrates, il y a un homme au cœur de toute cette histoire, Gary Gensler. Actuellement président de la SEC, la célèbre commission des marchés financiers américains, Gary Gensler est connu pour sa position extrêmement rigide sur les cryptos, malgré un passé pro-Bitcoin, comme on a pu le voir dans ses interventions de 2018 sur Bitcoin principalement. Malgré ça, sous sa direction, la SEC a lancé une série d'attaques contre les projets crypto, multipliant les régulations et les poursuites. Gary Gensler est clairement un des plus gros freins à l'adoption des cryptos aux États-Unis aujourd'hui. Donald Trump envisage de destituer Gary Gensler selon ses engagements de campagne. Trump a critiqué la gestion de Gary Gensler et promet un dirigeant de la SEC pro-crypto. Le président peut en effet remplacer le dirigeant de la SEC, mais le Sénat doit approuver dans tous les cas le successeur. Et c'est là où ça devient intéressant parce que le Sénat est républicain et aussi la House, donc c'est-à-dire le Congrès est aussi pro-républicain, donc ça veut dire qu'on a un alignement entre Trump et les différentes institutions politiques américaines. Alors si Gary Gensler n'est plus là, je vous assure que les 4 prochaines années vont être magiques pour les cryptos et je vais vous expliquer tout ça. Pour vous donner une idée, la politique stricte de Gary Gensler aurait coûté plus de 400 millions $ à l'industrie crypto américaine. Selon la Blockchain Association, les entreprises crypto comme Coinbase, Ripple ont engagé des grosses dépenses pour faire face aux exigences de conformité et aux actions répressives de la SEC. Là encore, on ne prend pas en considération tous les projets qui ne se sont pas lancés ou qui n'ont pas réussi à avoir un financement, comme par exemple à cause de Chokepoint 2.0. Ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien à l'affût, je vais essayer de faire vraiment très simple. Un autre point extrêmement positif est la déclaration de la sénatrice Cynthia Lummis, qui relance l'idée d'une Bitcoin stratégie réserve. Dans son projet de loi qui a été présenté en août dernier, elle propose un achat récurrent de Bitcoin dont le montant serait fixé à 200 000 Bitcoins par an sur 5 ans. Comme vous le savez, le Bitcoin, contrairement aux monnaies traditionnelles, n'a pas de planche à billets. Sa rareté et sa décentralisation en font un actif vraiment unique, un peu comme l'or, mais version 2.0. En détenant du Bitcoin, les États-Unis auraient un moyen de se protéger contre les risques d'inflation et de dépréciation du dollar, voire peut-être même en réfléchissant à un moment donné à backer, donc c'est-à-dire à adosser le dollar par rapport à Bitcoin. Bon, là c'est une supposition, mais on pourrait, pourquoi pas, aller jusque-là. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Imaginez si les États-Unis commencent à accumuler du Bitcoin dans leurs réserves, ce ne serait pas seulement une protection contre l'inflation, mais aussi un levier d'influence géopolitique. Si le Bitcoin devient une réserve stratégique, comme annoncé par les USA, d'autres pays comme la Chine et la Russie suivraient probablement le mouvement qui pourrait transformer le Bitcoin en une sorte de standard mondial des actifs numériques. Si les États-Unis font vraiment ce grand pas, les institutions américaines
et mondial qui hésite encore serait bien plus enclin à investir massivement en crypto, ce qui va accélérer donc l'adoption et déclencher des demandes inédites, et qui dit demande inédite dit aussi déséquilibre entre l'offre et la demande. Et ça se règle par une montée fulgurante des prix et ce qu'on appelle un repricing. Alors oui, je suis d'accord avec vous, tout ça n'est pas encore acté, il faut prendre du recul. Mais déjà le simple fait que cette idée soit discutée, même hypothétiquement, montre à quel point Bitcoin commence à être prise au sérieux par les grandes puissances mondiales, ce qui était déjà le cas avec notamment BlackRock qui avait lancé son ETF, mais là ça va encore plus loin. Et en quoi ça pourrait permettre aux cryptos, de façon plus générale, de totalement changer le paradigme actuel. Là j'ai envie de vous dire, il faut faire un petit peu des maths. On va faire très simple. Actuellement, il y a plus de 19 800 000 bitcoins qui ont été émis. Chaque jour, c'est environ 450 bitcoins qui sont minés, et donc 3150 nouveaux bitcoins par semaine. Et quand on regarde une récente analyse de Chainalysis, on peut compter que c'est entre 2,7 et 3,8 millions de bitcoins qui sont perdus. Ça veut dire qu'on ne pourra pas y accéder. Alors je vous laisse vous rendre compte de la rareté exceptionnelle dont bénéficie le bitcoin, sachant que 2 à 3 millions sont déjà perdus, dans lequel on n'aura pas accès, et qu'on peut en produire uniquement 3150 nouveaux bitcoins par jour. Et là-dessus, on commence à prendre un petit peu de recul en regardant ne serait-ce que l'injection financière qui est effectuée dans les ETF, dans lequel on peut acheter jusqu'à 30 000 bitcoins par semaine. Et là, vous comprenez à quel point on peut avoir un déséquilibre très fort. Surtout quand on regarde les grandes puissances qui voudraient en accumuler des centaines de milliers pour leurs réserves, et des entreprises comme MicroStrategy qui ont maintenant plus de 300 000 bitcoins et qui continuent à lever de la tête pour en acheter. Et oui, j'ai fait une vidéo d'ailleurs spécialisée dessus, je vous invite à regarder, je vous la mets à la fin de cette vidéo si jamais ça vous intéresse, pour comprendre vraiment la méthodologie de MicroStrategy. Car en augmentant sa réserve de 11% durant les 3 derniers trimestres, MicroStrategy détient aujourd'hui la valeur en bitcoin d'environ plus de 25 milliards de dollars, acquise pour un peu plus de 12 ou 13 milliards de dollars. Actuellement, on est dans les alentours de 55 000 dollars par bitcoin, ce qui fait quand même ici une très belle plus-value. Mais ce n'est pas tout. MicroStrategy vient de dévoiler un plan colossal pour lever 42 milliards de dollars pour acheter du bitcoin d'ici 2027. Oui, vous avez bien entendu, 42 milliards de dollars. Ce plan, qu'il appelle le 21-21 plan, se déroulera sur 3 ans avec 21 milliards de dollars levés en actions et 21 milliards de dollars levés en obligations. Je ne vais pas revenir sur la différence de l'un et de l'autre, mais il faut comprendre que l'objectif est de renforcer leur position de leader en Bitcoin et de créer de plus en plus de valeur pour leurs actionnaires. Et c'est une stratégie très intéressante pour la valorisation de Bitcoin et de MicroStrategy. D'ailleurs, je suis certain que toi aussi tu as une stratégie pour ce bull run et pour ton portefeuille. Et je sais que c'est parfois compliqué de savoir où sont tes cryptos, à combien tu les as achetés, ou encore combien tu peux gagner en fonction du moment où tu veux les vendre, c'est-à-dire de tes zones de vente. Et c'est pour ça que j'ai créé un logiciel spécialisé qui s'appelle Xify. Il te permet de voir en temps réel l'état de tes portefeuilles, d'évaluer les performances actuelles et surtout les performances à venir en fonction de ta stratégie de vente et de savoir concrètement combien tu peux gagner. C'est une application qui te permet simplement et efficacement de piloter l'ensemble de tes cryptos et de savoir où tu vas et comment tu y vas, et c'est le plus important dans un bull run. Si tu veux t'inscrire pour notre bêta ouverte, c'est en commentaire et en description. Avec les élections de Trump et l'assouplissement politique, nous n'allons plus faire face à une opération choke point. Ça, j'en ai parlé en début de vidéo, on va plonger un petit peu plus dessus, même si dans la chaîne j'ai déjà abordé à de nombreuses reprises ce qui était en train de se passer en 2022 et en 2023. Ces opérations, qu'on pourrait appeler de points d'étranglement, sont des stratégies utilisées par des autorités de réglementation, comme par exemple le gouvernement, pour limiter indirectement l'accès à certaines entreprises comme les crypto-monnaies sans interdire directement leur usage. Et ça s'est vu à plusieurs reprises, et ça s'est même appelé choke point 2.0. Alors, ça se fait principalement en bloquant ou en contrôlant les points d'accès, comme les relations entre les banques et les entreprises crypto. L'idée est simple, plutôt que d'interdire directement la crypto, les régulateurs et notamment la SEC empêchent les banques et les institutions financières d'offrir les services aux plateformes crypto, comme les exchanges par exemple, et dans lequel on a une série d'actions de la SEC pour mettre une pression très forte aussi sur la régulation et la réglementation, avec des grosses amendes à la clé.
Sous Biden, nous avons subi une opération Choke Point 2.0, il n'y a aucun doute, alors que les entreprises crypto qui étaient aux USA essayaient vraiment de se réglementer et demandaient des informations à la SEC sur comment bien le faire. Des mastodontes de l'écosystème crypto se voyaient même refuser des services bancaires basiques. Et d'ailleurs, Coinbase a découvert que la FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, a encouragé certaines banques américaines à éviter les services liés aux crypto-monnaies. Coinbase a fourni des informations révélant des échanges entre la FDIC et les banques, où elle demandait aux banques de suspendre ou de restreindre leurs activités crypto. Et on va même plus loin, parce qu'on peut parler de la fermeture de Signature Bank suite à la chute de SVB, donc la Silicon Valley Bank, où Signature Bank a été demandé de fermer ses portes, de supprimer et de dire au revoir à l'ensemble de ses clients crypto, et celui qui a racheté la Signature Bank a dû s'engager à ne pas donner accès à des services bancaires au monde crypto. On l'oublie vite, mais ça, c'était en 2023. Et oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand on regarde toutes ces actions, on peut se dire que, en effet, le but était clairement de limiter l'intégration des crypto-monnaies dans le secteur bancaire américain, alors qu'il avait une véritable demande. Brian Armstrong, le CEO et le patron de Coinbase, avait pourtant bien prévenu les autorités américaines. Il avait déclaré « Il est important pour le leadership technologique américain et la sécurité nationale que ce secteur se construise, au moins en partie aux États-Unis ». Et oui, on peut dire maintenant que c'est ce que Trump est en train de mettre en place, ou en tout cas prévu de mettre en place. Encore une fois, on rappellera qu'au moment où je tourne cette vidéo, il n'est toujours pas à la Maison-Blanche, ça, ce sera en début 2025. Clairement, ce qu'on peut dire, c'est que les États-Unis, sous Biden et Kamala Harris, avaient conduit, réellement avec leurs mesures restrictives, tous les projets crypto qui étaient aux États-Unis à migrer à l'étranger, comme par exemple en Chine, à Singapour ou encore à Dubaï. Maintenant, il va falloir voir ce qui va être mis en place par l'équipe de Trump. En tout cas, quand on regarde le listing qui est effectué dans les personnes qui sont censées prendre position, que ce soit à la SEC ou dans les différentes institutions fortes dans la réglementation américaine, et quand on regarde la part de républicains, que ce soit au Congrès ou que ce soit au Sénat, on peut se dire qu'on est plutôt bien parti. Et en plus de tout cela, on a eu en 2024 deux ETF qui ont été approuvés par la SEC, je pense contraint et forcé, celui de Bitcoin et celui d'Ether, proposé et poussé majoritairement par BlackRock, pas que, mais quand même une grosse voix dans le domaine. On rappelle que BlackRock, c'est plus de 11 000 milliards de dollars sous gestion, c'est ce qui est de plus gros actuellement. Le CEO de BlackRock, Larry Fink, c'est lui qui a été conseillé lors de la crise des subprimes pour résoudre cette problématique, et actuellement il a des échanges avec Trump pour voir si oui ou non il peut faire du conseil pour son administration, et si oui ou non une personne de BlackRock sera directement dans l'administration de Trump. Et c'est pour vous dire à quel point BlackRock est important. Maintenant que ces deux ETF sont validés, il ne serait pas impossible, surtout dans les prochains mois, de voir des ETF comme un ETF sur Solana. Le gestionnaire d'actifs, Van Eck, a été le premier à en faire une demande en juin dernier, avant même que celui d'Ethereum ait été validé. Il est revenu légèrement en arrière, surtout quand il a vu, je pense, la réaction de la SEC. Il faut comprendre que Solana, c'est une blockchain qui attire de plus en plus l'attention, surtout durant cette phase d'accélération qu'on a déjà connue. Les revenus du réseau Solana explosent, atteignant 4 millions de dollars par jour en frais de transaction. Le nombre d'utilisateurs actifs de la chaîne a atteint des niveaux records à plus de 8 millions, et des nouveaux protocoles de cette chaîne ont des afflux massifs de liquidités, comme par exemple Jupiter ou Raydium. Et pour aller encore plus loin, lors de la Solana Breakpoint 2024 à Singapour, plusieurs annonces majeures ont été faites concernant l'écosystème Solana. La Société Générale a annoncé un lancement de l'EURCV, un stablecoin euro, sur le réseau Solana. La banque Citi va introduire sa plateforme CDApp sur Solana, permettant des transferts d'argent 24/24, 7/7 sur la blockchain. Le gestionnaire d'actifs, Franklin Templeton, prépare un lancement de fonds monétaires sur Solana qui renforce encore une fois l'adoption institutionnelle de cette blockchain. Coinbase prévoit d'étendre son CBBTC, une version tokenisée de Bitcoin, sur Solana après son déploiement sur Ethereum et Base. Ces développements illustrent donc l'expansion et l'adoption croissante de Solana dans divers secteurs financiers et technologiques, ce qui nous valide que Solana est en bonne voie pour avoir un ETF 2025-2026, et peut-être même sur d'autres cryptos comme par exemple un top 10
ou un ETF qui représente une pondération des 10 plus grosses cryptos, 15, 20, 30, 50, pourquoi pas, ou même un top 100 comme on a pu le voir sur le Nasdaq qui est la pondération des plus grosses sociétés tech américaines. On pourrait avoir la même chose et avoir un pléthore d'outils financiers pour pouvoir s'exposer, dans lequel on verrait une forme de liquidité se déverser dans l'écosystème crypto. Et je rappelle que si on a une réglementation beaucoup plus souple, ça veut vraiment dire 3 choses. La première, ça veut dire qu'on aura plus de capacité à pouvoir innover au niveau de la blockchain, au niveau de la crypto-monnaie. Les projets n'auront pas de problème de réglementation, en tout cas moins, et auront un cadre qui sera certainement beaucoup plus défini, et où on aura plus de capacité à pouvoir développer des nouveaux produits. Deuxième chose, ça veut dire que si c'est réglementé, ça veut dire aussi que des acteurs vont pouvoir rentrer ou auront moins peur pour pouvoir rentrer sur ce type de projet ou sur ce type de fonds, et ça va diminuer le vecteur de risque. Ça veut dire aussi, encore une fois, plus de liquidité qui va rentrer. Donc des projets plus sûrs, avec plus de levée de fonds, plus de liquidité qui rentre sur le marché, et on rappelle que le marché des États-Unis est quand même un des marchés les plus importants en termes de liquidité pure, surtout que ce soit sur du trading, sur de l'investissement, sur des ETF, ça fait partie de leur conception même de la retraite. Leur fonds de pension, c'est principalement ça. C'est une façon de gérer leur économie, et leur fonds, c'est l'investissement dans l'économie. Et si on a une économie américaine qui est tournée autour de la crypto-monnaie, forcément on va avoir énormément de fonds qui vont se déverser dessus. Donc ça veut dire qu'on va avoir un bull run vraiment très fort. Sur Bitcoin, oui, mais pas que, sur les cryptos aussi, donc on aura bien une altcoin season. Je pense que ce sera un mix des deux, dans lequel on aura d'un côté un ensemble de leviers politiques qui aideront les altcoins, et derrière Bitcoin qui verra toujours plus de liquidités se déverser dessus, avec toujours 21 millions de Bitcoin. N'oubliez pas ça. La phrase que l'on dit toujours, un bitcoin égale un bitcoin, parce qu'en finalité on a toujours une supply qui est maximum, et que si tout le monde en veut, à un moment donné, il faudra un repricing, et c'est la base de l'offre et de la demande.